On ne le présente plus, il est entré en journalisme et en politique comme en religion. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Bonjour. Comment trouve-t-on encore du plaisir après tant et tant d'années à tisonner les politiques? Est-ce qu'on garde toujours la même fraîcheur, la même envie? Et si oui, comment? D'abord, oui, parce que j'ai la même curiosité, la même passion qui me brûle comme un feu, qui n'arrêtera pas. J'ai le sentiment d'être constant avec moi-même et en même temps d'apprendre et d'apprendre chaque jour. Je n'ai pas le sentiment de vivre de la répétition. Et ensuite, ce serait une fausse idée de croire d'abord que c'est la passion pour la politique, c'est la passion pour la compréhension et la connaissance du monde dans lequel on vit. C'est en même temps les acteurs qui pourront être à un moment ou à un autre dans l'histoire pour leur rôle qu'ils jouent dans la société française. Et puis, je ne fais pas partie de ceux qui croient qu'il y a les élites et les politiques et qui tranchent, parce que ceux que nous avons choisis, nous les avons choisis, nous les avons élus, et, heureusement ou malheureusement, ils représentent une part de la société que nous représentons et que nous sommes. Mais vous avez interrogé les plus grands dans votre carrière, vraiment les plus grands. Et des anonymes. Et aujourd'hui, quand vous allez face à Luc Châtel ou Valérie Pécresse, ne me dites pas que par moment vous dites le bon temps quand même, avec Mitterrand. Non, il n'y a pas un décalage de génération terrible quand même. Il n'y a pas un bon temps, parce que chaque génération génère, sécrète des acteurs, des responsables politiques qui ont du tempérament, des qualités qui sont des figures. Oui. Mais quand vous me citez Mitterrand, bien sûr qu'il y avait François Mitterrand, bien sûr qu'il y avait Georges Marchais, mais il y avait aussi Tomasini, Tibéri et tant d'autres. Je pourrais vous sortir des pelletés d'autres à droite et à gauche, ou des centristes, etc. Non, il y a des figures qui émergent. Eh bien, il y en a aujourd'hui qui émergent ou qui vont émerger. Je pourrais donner des tas de noms chez les femmes comme chez les hommes et qui sont des tempéraments neufs. Il ne faut pas cloisonner ou mépriser ce que chaque printemps et chaque saison font naître. Qu'est-ce qui reste du journaliste d'Oran que vous étiez tout jeune aujourd'hui? Nostalgie de vos premiers pas, vous vous souvenez de vos premiers pas, de vos tout débuts? Je ne vis pas avec la nostalgie. Non. Ce qui reste... Et vous étiez le même homme? Non, forcément pas, vous aviez... J'ai appris en sachant qu'il ne fallait pas me contenter des acquis. J'ai appris, j'apprends. Mais j'ai changé. J'ai dit, mais la constance, c'est la passion du journaliste, c'est la défense de certaines valeurs, c'est la place de la femme dans la société, de la femme dans nos métiers, c'est la lutte contre des formes d'inégalité, le respect des peuples, etc. Tout ça. Qu'est-ce qui reste du journaliste d'Oran? Je ne sais pas. Mais ce qui reste d'Oran, c'est total, c'est général, c'est constant. Chaque matin, je me réveille en pensant à Oran. Oui. Et pourtant, c'est une ville que je voulais fuir. Mais ça a forgé votre culture, votre adolescence et votre vie? Tout à fait. Tout à fait. Oh, je ne veux pas entrer dans... bien sûr. Non, je ne veux pas citer trop de confidences. Mais j'ai perdu mon père quand j'avais 12 ans. J'ai passé beaucoup plus de temps dans les cimetières, ou le cimetière d'Oran, le cimetière juif d'Oran que je connais par cœur, avec ce qui représente comme strate sociale et évolution de l'histoire d'Oran, que les plages d'Oran. Je n'avais pas les moyens d'aller à la plage, ou peut-être mal les moyens d'entrer au théâtre, et pourtant j'habitais à côté du théâtre. Et je sais les serments que je me suis prononcé dans ces endroits-là à des moments de solitude. Et chaque fois que j'ai peut-être un doute ou une interrogation, eh bien je pense à ces moments-là et je suis dopé pour... je ne veux pas aller trop loin dans la confidence, mais une grande partie de mon énergie, elle date d'Oran et du cimetière d'Oran. Et de votre cuirasse aujourd'hui aussi. Peut-être. Ça aussi, ça s'acquiert avec le temps. Vous commencez à gagner en indifférence. Oui, parce qu'il y a l'image médiatique qu'on connaît, Jean-Pierre Elkabbach, véhiculée par les guignols excessifs, caricaturales, tout ce qu'on veut. Et puis il y a l'homme, qu'on connaît très très peu, que je connais un petit peu. Mieux maintenant. Mieux maintenant. Mais est-ce qu'il y a... Comment vous vivez un petit peu l'image que vous renvoient de temps en temps les médias dans un monde qui a beaucoup changé? Vous savez, on dit quelquefois qu'un tel a la carte. C'est-à-dire qu'il peut dire n'importe quoi, il peut avoir n'importe quel échec, il est béni et il trouve des papiers pour l'encenser. Moi, ça a été le contraire. Il a fallu le travail, l'acharnement pour d'abord faire ce métier extraordinaire qui est le nôtre, même s'il est quelquefois décrié, et en même temps pour essayer de ne pas représenter ou ressembler à ma caricature. J'ai été déformé, j'ai été encensé, j'ai été loué, j'ai été démoli. Je crois que c'est chaque matin que j'essaie de démontrer que je ne suis pas celui qu'on croit. Et puis il y a
le JPE ou les Kabash d'Europe 1 le matin et du dimanche matin où on joue les durs, les précis, en connaissant les dossiers, en travaillant les dossiers. Et pour bien me connaître, Bibliothèque Médicis, où là je peux exprimer aussi ma passion des livres, de la littérature, des essais, etc. Le fameux Taisez-vous El Kabbach de Georges Marchais à l'époque, c'est quelque chose que vous avez, entre guillemets, traîné toute votre vie. Non, pas, toute ma vie. Pas comme un boulet, mais est-ce que ça reste ancré quand même dans votre mémoire, ça participe de l'imagerie d'Épinal oui. de Jean-Pierre El Kabbach? J'avais dit à Georges Marchais, vous savez, chacun de nous a fait l'autre, si je puis dire, parce que il était devenu une star à cause des émissions que nous faisions avec Alain Duhamel, les cartes sur table, et puis par la manière que nous avions à l'époque de l'interroger, de le couper, de le pousser, etc. Et il y avait une affluence passionnée les soirs où Marchais passait à la télévision. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé en Chine de rencontrer ou des Français ou des Européens qui me disaient « Hey Marchais, comment va-t-il » Je dis « Ici, à l'époque de l'Union soviétique, en Russie, au Brésil, à l'étranger, partout, dans différents pays, on me connaît pour ça. Mais en même temps, on sait que je suis plutôt un homme de terrain qui aime aller là où il se passe des choses, même s'il faut aller en sous-marin, même s'il faut aller sur un porte-avions, même s'il faut aller en Afghanistan. Et on sait que j'ai aussi interrogé en France et à l'étranger les plus grands dirigeants du monde. Je n'aime pas donner le sentiment de flatter ce que j'ai fait, mais quand même, quelquefois, je pense à mes rencontres, 3, avec Mandela, quand il venait de sortir de prison, et après, avec Gorbatchev, même avec Chou En-lai. Lina a retrouvé une interview que je faisais de Chou En-lai, de Willy Brandt, de Schröder, de temps. C'est pour ça que je vous renvoie encore une fois à la question précédente. Quand vous avez Cahuzac à Europe 1, et quand vous racontez ça, quel décalage aussi. Mais pourquoi cette histoire, cette espèce de mépris? C'est pas du mépris. Parce que Cahuzac, c'est un grand leader politique. S'il n'est pas affaibli... Il n'a pas la même histoire qu'un Chouboulagne. Oui, mais c'est d'accord. Mais chacun fabrique une partie de son histoire. S'il n'est pas affaibli par des histoires personnelles et des querelles qu'on lui fait, il sera un grand de cette phase de la Ve République. Il y en a d'autres qui essayent. Il y a Manuel Valls que j'ai vu monter, qui peut devenir un bon et peut-être un grand. Il y en a beaucoup. À droite, Laurent Wauquiez, que j'ai connu comme collaborateur et rapporteur de la commission Stasi. Avec Stasi, il ne faisait pas de politique. Et puis tant d'autres que j'ai contribué à lancer dans le métier. François Barouin, qui était journaliste et que j'avais recruté comme journaliste à Europe 1 et qui sera un grand politique, et puis d'autres. Comment fait-on en cohabitant, vivant, en cantinant avec cette classe politique au jour le jour? Je ne cantine pas. Non, je ne laisse pas passer. Au long des années, pour ne pas entretenir ce qu'on appelle toujours les fameux liens de consanguinité avec ce métier. Comment on fait pour garder de la distance après tant d'années? Quand on se tutoie, quand on se côtoie, quand on fréquente les mêmes coteries. Tutoyer, et je suis même choqué quand quelques-uns tutoient. Bon, c'est vrai que j'ai fait le premier interview politique de Nicolas Sarkozy. Le premier, à une époque où personne ne voulait l'interroger. C'est vrai que j'ai fait partie de ceux qui ont interrogé François Hollande et qui ont cru en François Hollande pour de grandes fonctions, une montée dans la hiérarchie politique et le paysage politique. Voilà un exemple que j'ai connu, je ne dis pas petit, que j'ai connu avec des responsabilités moyennes. Il était porte-parole. Et je disais autour de moi, suivez-le. Et il y a des traces, parce qu'on a fait des émissions avec Michel Drucker et Canteloup, je dis celui-là. Bayrou, François, j'ai fait peut-être sa première interview où je racontais comment il était passé du bégaiement à la radio de Bordeaux et à la politique. Mais il y en a beaucoup, il y a une sorte d'effervescence, mais il faut les voir monter. Et puis il y a des chefs d'entreprise, il y a des banquiers, il y a des syndicalistes. Je pense que Laurent Berger, qui est à la tête de la CFDT et qui a pris la succession de Chirac, sera un grand leader syndical, et ainsi de suite. Et on se forge des amitiés dans ces milieux-là ou pas? Des fidélités, des relations de respect, mais pas de connivence. Jamais de connivence. Je vais chez personne et personne ne vient dîner chez moi. Et en même temps, Europe 1, le matin, une fois l'émission terminée, dans votre bureau, et Dieu sait que vous les connaissez, là, il s'épanche, il se lâche, il se confie un petit peu. Vous êtes un réceptacle quelque part aussi, Jean-Pierre, non? Jamais? On dit, mais d'abord, avant, il y a une telle tension qu'il n'y a pas de confidence, il n'y a pas de préparation. Chacun est dans sa tension. Ensuite, après, il arrive que quelques-uns
quand nous sommes seuls dans le bureau, que quelques-uns se laissent aller et disent parfois des horreurs que si je les reproduisais, choquerait beaucoup. Mais je ne fais pas de site, de blog, etc. pour les raconter. Sur Twitter, non, même si je pratique, les technologies m'intéressent. Mais non, il n'y a pas de connivence ou de complaisance. Vous savez, une de mes grandes admirations, c'est Pierre Mendès France. J'ai eu la chance de l'interroger à plusieurs reprises. Et j'ai même eu la chance d'être demandé pour le préparer à une émission qu'il allait faire et qui s'appelait Armes égales. Et dans les années 66, 67, c'était face à Maurice Schumann. J'étais tout jeune journaliste. C'était l'homme que j'admirais peut-être le plus, que je voyais de temps en temps. Quand j'étais près de lui, je tremblais parce que c'était toute mon histoire. Mais dès que les lumières s'allumaient, même pour répéter, pour le faire travailler, j'étais à ce moment-là l'incarnation d'une collectivité qui est les gens, les téléspectateurs, et j'étais d'une brutalité et d'une dureté avec lui qu'après je regrettais. Mais à un moment donné, quand les lumières s'allument en radio ou en télé, je ne connais plus personne. Alors vous évoquez une icône de la politique, bien sûr. Est-ce que Mendès France restera pour vous le plus bel animal politique que vous ayez croisé, ou il y en a d'autres dans votre carrière? Non, l'homme d'intégrité, de respect de la parole donnée. Et quand j'ai eu des problèmes en 80, que je suis parti, mon modèle et ma déclaration ont ressemblé à ce que Mendès France avait fait quand il avait été battu. Je l'avais en permanence en tête. Et souvent, il m'a accompagné. Mais on ne peut pas dire que ce soit un animal politique parce qu'il aurait été à la tête de la République française, il aurait été président. Non, il y a François Mitterrand. On va en parler, bien sûr. Il y a François Mitterrand, il y a Nicolas Sarkozy, il y a à sa manière François Hollande, dans sa ductilité, subtilité, et qu'il faut attraper au passage. Il y en a d'autres. L'animal politique, si je parle à l'étranger, c'était Gorbatchev. L'animal politique, celui qui est peut-être m'a le plus impressionné, c'était Zhou Enlai, le chinois, qui était le premier ministre de Mao Tse-tung et qui était un mandarin, un intellectuel, malin comme c'est pas possible. J'avais assisté à une scène extraordinaire. J'étais sur l'aéroport de Shanghai. C'était le moment où la bande des 4 avec Madame Mao était en train de monter. C'était un voyage de Pompidou. Il commençait à pleuvoir et toute la presse disait « Voilà les 4, la bande des 4, ils vont prendre le pouvoir, ils vont succéder à Mao Tse-tung ». Et il y en avait un qui était le plus jeune, je ne me souviens plus son nom, qui était à 1 ou 2 mètres de Zhou Enlai, qui le regardait avec respect et qui voulait faire un geste de zèle. Et il pleuvait un peu. Et à un moment, il a sorti son mouchoir et il est allé très respectueux vers Zhou Enlai. Moi, j'observais la scène pour lui dire « Il y a de la pluie, etc. » Zhou Enlai l'a repoussé. J'ai dit « Celui-là, il ne fera pas long feu. Il est mort en prison. » Parce qu'il a été arrêté avec toute la bande des 4. Et on voyait l'autorité de ce type. Et ça, je l'ai vécu comme Madame Mao Tse-tung, toujours au cours de ce voyage. Elle était on était en train de voir un opéra de Pékin. Et pendant tout le spectacle, elle ouvrait un petit sac, probablement Hermès, mais qui venait de Paris. Et pendant Madame Mao Tse-tung, elle sortait un poudrier, se poudrait, et se mettait du rouge à lèvres. La terreur de Madame Mao Tse-tung, qui a fini elle aussi avec un procès qu'à l'époque à Antenne 2 j'avais retransmis et en prison. Autre figure, donc, François Mitterrand, parlons-en. Pestiféré en 81, vous êtes écarté bien sûr, et par un retournement de l'histoire fantastique en même temps, vous êtes le seul qui aura été le récipiendaire des confessions télévisées de François Mitterrand. Télévisées, j'ajoute personnelles, que je n'ai jamais raconté, que je ne raconterai pas. Absolument. Ça en secourait pas mal. Comment s'est inversée cette relation d'un bord à l'autre de 80 à Mais c'est pas un bord à l'autre, parce qu'un bord à l'autre, ça veut dire l'opportunisme qui change de veste. Pas du tout, mais comment s'est construite cette relation du coup? Parce que d'abord, François Mitterrand savait qu'à l'époque où j'étais plus jeune journaliste, je l'ai interrogé plusieurs fois dans le respect de ce qu'il était, et en le critiquant comme je critiquais les autres. Deuxièmement, quand j'ai dirigé l'information sur Antenne 2 pendant 4 ans et demi, à l'époque c'était un record dans le service public, parce qu'on valsait vite, quelle qu'ait été la pression des pouvoirs politiques, il était le chef de l'opposition, il avait le droit. Il avait le droit de venir le 2 ou le 10 janvier quand il voulait dire ses vœux aux Français, il avait le droit d'être accompagné quand il allait en Chine, etc. Il savait ce que j'avais fait pour lui. Bon, et quelque temps après,
avec Nicole Avril, ma femme, nous avions fait un livre qui s'appelait Taisez-vous, El Cavage, où je racontais mon histoire. Et avant la sortie, François Mitterrand m'a demandé de venir. Et le premier mot qu'il m'a dit, alors, comment va la disgrâce? Alors, j'ai dit, la disgrâce. Et ma femme venait sortir un roman qui s'appelait La disgrâce. Il m'a dit, je ne parle pas de vous, mais du livre. Mais en même temps, sachez que c'est dans l'adversité que l'on voit le caractère d'un homme. Je ne savais pas si j'allais avoir le caractère de résister. Et puis j'ai continué à le voir. Il m'a dit, appelez-moi quand vous voulez, nous déjeunerons. Je l'ai testé 1 ou 2 fois et c'était vrai. Je ne comprenais pas, j'étais au chômage presque à cause de lui, mais j'allais déjeuner sans que personne le sache. Et ça a tenu pendant 4-5 ans comme ça. Mais à un moment donné, il vous fait rentrer dans son intimité aussi. Ça va au-delà d'une simple relation. Ah oui, avec le temps. Je l'interroge. Pour un homme qui était quand même secret, qui je était l'interroge, il accepte la proposition que je lui avais faite, d'abord de se raconter, et puis peu à peu, il ne pouvait plus, à un moment donné, il ne pouvait plus se montrer à l'image, et j'allais quelquefois m'asseoir près de lui, et je parlais avec lui, je l'écoutais, et je me disais, j'ai une chance inouïe en tant que journaliste, c'est comme si je parlais avec Richelieu, avec Mazarin, avec que sais-je. Et j'ai beaucoup appris. Et je ne me trompe pas en disant que vous êtes l'un des rares journalistes à s'être recueilli sur sa dépouille. Autorisé en tout cas à l'époque. Oui, avec Alain Duhamel. Avec Alain Duhamel. Ouais, ouais. Je me souviens, une émotion. Parce que Alain était entré, si je me souviens bien, avec François Léotard. Et moi, quelques minutes après, on entrait par 2 dans cette chambre où il était, où la dépouille restait. Et avec moi, il y avait Pierre Mauroy. Pierre Mauroy s'est effondré en sanglots, il est parti. Et moi, je me suis forcé à rester et dire, voilà, tant d'années de bataille, tant d'années politiques, voilà ce qu'il est. Et je peux dire, ça m'a montré à la fois son courage et ça m'a donné une énergie formidable pour la suite. Et vous avez tué tout ça, il y a beaucoup de choses que vous avez gardées au tréfonds de vous-même parce que vous avez beaucoup vu Mitterrand. Par pudeur, par respect à l'égard de sa mémoire, ou par éthique, pourquoi d'ailleurs? Vous n'avez jamais écrit non plus sur tout ça, non. Jamais. Mais vous venez de donner toutes les réponses. L'éthique, le respect de ce qu'il m'a dit, et comme je suis ni un colporteur ni un délateur, je le garde pour moi. Nicole Avril le sait parce que je lui ai raconté, et nous connaissons ces secrets que nous gardons à 2, mais je ne vais pas la raconter ce que je sais de tel ou tel qui fait le mariole quelquefois en disant Mitterrand, et que je sais ce que pensait François Mitterrand de lui, qu'il soit de droite ou même de gauche. Et en même temps, on évoque là quand même un pan de l'histoire de France qui mériterait pour les autres générations peut-être d'être transmis. J'ai vécu la cohabitation avec Édouard Balladur, j'ai vécu des histoires, j'ai peut-être eu des petits rôles que je n'ai jamais voulu raconter, mais que je raconterai peut-être un jour, mais je ne raconterai pas. Mais ça, c'est le passé. Ce qui m'intéresse, vous savez, c'est qui je vais interroger demain matin sur Europe 1 et quelles sont les réactions et jusqu'où vont les réactions à Arnaud Montebourg, qui était hier dimanche mon invité au grand rendez-vous d'Europe 1. Je vous connais un petit peu, pour ça vous n'êtes jamais au repos. Quel est le personnage que vous cherchez, que vous guettez, que vous voudriez avoir sur votre plateau et que vous ne parvenez pas à inviter et qui reste pour vous une figure quand même à la fois iconique ou que vous auriez à avoir? Il y a un personnage, un auteur, un acteur, un homme politique, un dirigeant. Je veux toujours l'impossible et l'absolu. Je veux toujours la perfection, tout en sachant que je ne les atteindrai jamais. Il y a des gens, je sais qu'ils ne parleront jamais. C'est pas la peine que je me fatigue, j'aurai jamais le pape, ni Benoît XVI, ni le prochain. Ça, c'est sûr. Ou peut-être que j'ai eu celui qui va être le prochain, ou j'avais des entretiens avec tel ou tel, parce qu'au passage, c'est amusant. On me dit qu'un tel est favori, et c'est amusant parce qu'il a été longtemps l'archevêque de Venise. Et quand j'allais à Venise, j'allais régulièrement passer 1 heure avec lui. Maintenant, il est à Milan. Je me dis, tu te rends compte que j'ai peut-être connu celui qui va être le pape, mais c'est pas sûr, il peut être battu. Donc, vous aurez une avance sur Jean-Michel Apathy pour l'inviter prochainement, si jamais il était effectivement intronisé dans les semaines qui viennent. Ouais, mais il dira, à partir de là, il sera réduit lui aussi au silence. Non, qui je voudrais avoir un jour ou l'autre peut-être, même s'il choque, Dominique Strauss-Kahn. Il faudra qu'un jour il parle et qu'il parle avec moi. Puis il y en a quelques autres à l'étranger, peut-être Poutine, peut-être.
J'aimerais bien interroger Bachar el-Assad. Bachar el-Assad. Pendant que je vous tiens sur DSK, qu'est-ce que vous avez pensé de la polémique sur la une de l'Obs avec le film de Yacoub? Vous l'auriez fait, ça, patron de presse? Non, je pense qu'elle est révélatrice d'une crise et d'un malaise de la presse. Il faut qu'on fasse attention, parce que c'est vrai que les unes sont de plus en plus agressives et en même temps, il y a une érosion des ventes. Je me serais demandé comment on a fait fabriquer ce livre de Marcella Yacoub, d'autant plus que je la connais, je l'ai interrogée 2 fois à Bibliothèque Médicis. Je la connais. Bon, et elle avait du talent de plume, etc. Comment elle a fait ce livre? Comment on l'a exploité? Je trouve pas bien. Et il faut que nous interrogions, nous, sur notre comportement de la presse. Quelle presse nous voulons? Est-ce que nous allons continuer à dénigrer, à critiquer, à noircir, même si nous devons traquer les menteurs et les fraudeurs, même si nous voulons réveiller les gens qui dorment, je pense qu'on ne doit pas descendre à ce point et donner une image de nous-mêmes, la presse, et une image du pays aussi sale et dégueulasse. Et on vous aurait proposé, Marcella Yacoub, à Europe 1 le matin, vous l'aurez refusé, donc dans le cadre de la promotion de son ouvrage. Dans le cadre de la promotion, oui, mais je pense que ce serait intéressant de l'écouter parler et de démonter les mécanismes conscients et inconscients de cette femme qui doit être blessée et qui doit être, je ne vais pas dire malade, mais qui doit être douloureusement atteinte. On va terminer sur France Télévisions. Vous avez été le PDG, bien sûr, et longtemps, on le sait. Quel regard vous jetez aujourd'hui sur la manière dont ce navire est conduit? Attristé, inquiet, perplexe, qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, je sais combien la conduite de la télévision publique est un rôle passionnant et difficile. Et c'est pour ça que je souhaite que Rémi Flimelin et ses nouvelles équipes réussissent. Je pense qu'ils peuvent mieux faire. Je vous ai connu plus sévère, Jean-Pierre. Et je pense, parce que je sais que c'est difficile, mais je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'ils peuvent mieux faire, qu'il est facile de mieux faire et que peut-être ils vont mieux faire. Là, ils sont sur une double contrainte. La pression de la ministre hyper militante et active de la communication et deuxièmement, sous la pression des réductions budgétaires qui vont les atteindre. Je me dis, il n'est pas possible. Pourquoi la télévision publique française aujourd'hui est-elle tellement à la traîne? Pourquoi elle se contente d'acheter des programmes aux Allemands et surtout aux Américains? J'ai l'impression de voir des films américains d'il y a 10-15 ans quand j'allais à New York. France Télévisions doit, c'est vrai, oser, je l'avais dit autrefois, et c'est plus valable que jamais. Et en même temps, Jean-Pierre Elkabbach, je vous l'ai bien connu ça, on reste dans un pays assez atypique où la télévision quand même est tenue bride courte par le politique, c'est insupportable. C'est vrai que toutes les instances actuelles, ou des médias, ou peut-être même de la politique, sont sous contrôle et influence politique. C'était comme ça avant, ça allait depuis le Conseil constitutionnel jusqu'au CSA. On verra comment vont être nommés les successeurs de Rémi Flimelin, ou peut-être Rémi Flimelin lui-même si il est reconduit, ce dont je doute, tel que les choses sont parties. Je vais voir comment le successeur ou lui-même sera nommé ou reconduit. Si on nous dit encore que ce sont des commissions de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat qui devront se prononcer, ils sont tous de la même étiquette. On a connu ça, que ce soit la droite ou la gauche. Et peut-être, une fois que le grand juriste que je respecte, qui est Olivier Schrammeck, aura pris la mesure de ses fonctions au CSA, il arrêtera peut-être d'intervenir à tout bout de champ sur les images, la qualité morale de telle ou telle émission. Il faut éviter qu'on tombe sous le contrôle des pères la pudeur aujourd'hui. J'en termine sur vous, sur l'écriture. Plusieurs fois, je vous ai posé la question, parce que sur Mitterrand, vous êtes un homme à livre ouvert. Vous n'avez jamais voulu écrire, à la fois sur tout ça, sur votre métier et sur tous les souvenirs que vous avez entreposés au fin fond de votre mémoire. Il m'avait dit un jour, mais je ne sais pas écrire. Je vous ai répondu, on ne peut pas l'entendre. C'était une coquetterie de votre part ou c'est une manière de balayer la question d'un revers de main? Regardez, j'ai créé le prix du livre France Inter, le prix du livre France Télévisions. Je crée une émission qui s'appelle Bibliothèque Médicis. Je vis avec un écrivain jour et nuit. Je sais ce qu'est l'écriture. J'ai un tel respect de la littérature, de l'écriture,
que je dis, il y a des métiers différents, une pudeur. Et c'est vrai que je sais, à travers l'expérience et les années, et la passion avec laquelle j'ai vécu et je continue à vivre le métier, que j'ai beaucoup de souvenirs, mais je dirais que je ne suis pas pressé. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de continuer à réussir, d'imposer, de voir que j'anime à ma manière le débat avec Europe 1 et en même temps de transmettre à des journalistes qui méritent qu'on les aide. Dernière question, parce que j'y pense d'activité. Il y a des chaînes de télévision, quelques-unes de la TNT, qui veulent exhumer droit de réponse. Ils ont racheté le titre et la marque. Et ils ont l'idée de remettre à l'antenne cette émission qu'avec Michel Pollack, avait bien fonctionné. Vous pensez que c'est une bonne idée? Qu'on manque de débat de ce type-là à la télévision aujourd'hui, où tout est un peu formaté, un peu corseté? Non, ou c'est une fausse bonne idée? D'abord, l'émission de Yves Calvi n'est pas mauvaise, mots croisés. Oui. L'émission Les Paroles et l'Exact, c'était une excellente émission politique. On lui doit beaucoup pendant les campagnes électorales. C'est vrai qu'elle a rempli sa mission, que maintenant elle doit ou évoluer pour redevenir originale ou se changer. Mais le caractère de Bridet qui a fait cette émission il y a 30 ans. Oui, mais ça correspondait à une époque. Et vous avez vu qu'elle n'a pas duré longtemps. Et c'était un moment d'éclosion je ne dis pas de vérité, mais de propos souvent sectaires, souvent parcellaires, où on invitait surtout les copains, où il y avait des débordements, où il y avait des boucs émissaires, où on désignait tel ou tel. À l'époque, j'étais au chômage et je la regardais. Je trouvais que Pollack avait beaucoup de talent, mais qu'il invitait surtout des copains qui tapaient sur un certain nombre d'entre nous. Et c'était drôle de regarder certaines de ces émissions qui parlaient de nous comme si nous étions déjà morts. Morts socialement, morts réellement. Mais on a démontré depuis qu'on n'était pas morts. Je pense qu'on peut présenter droit de réponse à titre d'archive et de dire, voilà, cette télévision a correspondu à un moment. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Il faut imaginer des émissions pour aujourd'hui. La télévision publique ou la télévision privée doivent encore une fois se montrer audacieuses, doivent oser et trouver des émissions adaptées à ce qu'est la société, à ce que sont les jeunes et à la manière dont on est en train d'évoluer au XXIe siècle et pas nous ressortir les vieilles barbes des années 80, c'est-à-dire il y a 30 ans. Jean-Pierre Elkabbach bien vivant. Merci Jean-Pierre Elkabbach. Merci de le reconnaître. Merci à vous. Merci.